voici pour soulager les pauvres. Donc c'est de donner à une sœur à cornette, à une sœur de la charité, pour qu'elle aille effectivement panser les plaies de ces pauvres que l'on cache, hein, qui disait les pauvres honteux tout à l'heure en arrivant. Voilà, et donc il y a une dimension très importante. Mais j'attire votre attention sur ce moment essentiel qui est la toute fin du... Parce que ça va concerner Nice, en fait. La toute fin du XVIIIe siècle, après les conséquences de la Révolution, qui pour le coup là, est une véritable, sur ce sujet, un moment fondateur, puisque c'est la création, désormais, d'une charité qui va s'ouvrir au public. Une charité publique. Hein, on était dans la charité privée, désormais la charité publique, et à Nice notamment, il y aura une charité publique. C'est la loi qui va en 1796, hein, il n'y a pas beaucoup de textes de loi qu'il faut retenir, celui-là est important, c'est le texte de loi qui fait les fameux bureaux de bienfaisance dans chaque commune, en 1796, même si ces bureaux sont créés et qui donnent l'obligation à chaque commune d'assister les pauvres, en général, la loi elle est là, mais l'application elle ne se fait pas. Ça arrive dans ce cas, mais là, en l'occurrence, c'est un élément important qui crée une sorte de laïcisation, déjà avant l'heure, de l'assistance. Hein, on ne parle pas encore de laïcité, que déjà là, cette loi de 1776, qui est prise au moment du directoire, donc un moment républicain, si on peut dire, pseudo-républicain, est un moment qui crée une sorte d'assistance d'État, loi du 27 novembre 1796, voilà une balise, voilà peut-être une rupture, je ne sais pas, mais qui, quelque part, a pour ambition, si on lit la manière dont la loi est faite, qu'est-ce que veut faire en tout cas, quelle est l'ambition de cette loi, c'est de véhiculer, en tout cas d'activer une des trois valeurs de la République, qui est la fraternité, valeur si aujourd'hui largement oubliée, peut-être, enfin on sait, pas pourquoi je dis ça, mais bon, en tout cas, voilà, je me laisse emporter, en tout cas, voilà, cette notion de droit à l'assistance, ce qu'on appellera le droit des pauvres, parce que, finalement, dans ces bureaux de bienfaisance, c'est tout un ensemble, on crée des bureaux, mais on crée tout un ensemble de choses, notamment un impôt pour les pauvres, qui est l'impôt, ce qu'on appelle la taxe des spectacles. Quand vous allez voir une pièce de théâtre, on vous prend je ne sais pas combien, et on taxe ça pour aider les pauvres. C'est un peu la quote-part, hein. Comme l'énergétique, la part de richesse qu'on donnait pour les pauvres dans un défunt civique. Donc, les gens cultivés qui vont au théâtre, par exemple, qui vont avoir des spectacles, qui vont à la danse, etc., hop, ils payent une quote-part. Bon, ça arrive qu'on le fasse aujourd'hui sur notre feuille de salaire, hein. Donc il y a une sorte de dimension comme ça qui joue beaucoup. Dans ce cadre-là, la notion de fraternité. Et en fait, cette loi est une loi qui n'a pas une autre. Enfin, on ne le sait pas à l'époque, mais un siècle plus tard, si vous voulez, le pas est pris lorsque, effectivement, il va y avoir, dans ce cadre-là, la loi de 1893, après je ne vous embête plus avec les lois, hein, il y en a deux qui sont importantes, c'est la loi de 1893, qui rend obligatoire la création d'un bureau qui n'est pas de bienfaisance, mais d'assistance. C'est-à-dire deux formes, déjà presque un peu entremêlées, ce qui montre aussi le caractère parfois embrouillé de certaines pratiques et de certains soutiens qui font que parfois on se chevauche les uns les autres, c'est la création d'un bureau d'assistance à partir de 1893, et ce bureau d'assistance vient apporter notamment une dimension qui n'existait pas dans les bureaux de bienfaisance, c'est la dimension médicale. C'est la dimension de l'assistance sanitaire et sociale, qui va d'une certaine manière créer ce qu'on appellera, vous savez bien ici, les infirmières visiteuses, mères des assistantes sociales. Parce que quelque part, c'est l'idée d'aller visiter des personnes chez elles, pauvres, qui doivent être assistées pécuniairement, socialement, mais aussi médicalement. Et donc là, il y a une dimension qui fait qu'on est dans cette double aspect. Et je signalerai juste une chose, vous voyez, l'historien sert à ça peut-être, c'est que 1893, c'est aussi le moment où, à la même période, il y a un pape qui s'appelle Léon XIII, qui va écrire un texte qui s'appelle une encyclique, effectivement, un texte papal, dans lequel, et là aussi peut-être c'est un événement, c'est Rerum Novarum, je ne fais pas ça, on peut, mais Rerum Novarum, c'est-à-dire c'est l'entrée, on va dire simplement c'est le début du christianisme social, d'une certaine façon. C'est que le pape Léon XIII, il prend acte de la dimension sociale de l'Église. Il prend acte que l'Église, qui faisait ça depuis bien longtemps, mais dans la pratique, je dirais, au quotidien, pas tellement sur la doctrine de l'Église, eh bien la doctrine de l'Église acte une réalité de terrain, c'est-à-dire, par exemple, les sœurs de Saint-Vincent de Paul qui ont attendu 3 siècles pour être adoubées, d'une certaine manière, eh bien en 1891, Léon XIII, avec l'encyclique, qui appelle un peu Vatican II un peu plus tard, dans les années 60, eh bien, acte la dimension sociale de l'Église, et dans ce contexte-là, effectivement, vous voyez, le public et le privé se retrouvent un peu, sans le vouloir, véritablement, mais
dans une sorte de temporalité commune pour acter des formes d'assistance dans ce cadre-là, et donc il y a une dimension très forte. Simplement, là aussi pour dire, sans aller trop loin, parce que je veux parler de Nice aussi, c'est la dimension qui fait qu'entre ces deux lois, Bureau de bienfaisance 1796 et 1896, assistance 1891, Rerum Novarum, il y a un siècle pendant lequel la pauvreté est un sujet d'actualité, est un sujet constamment remis sur le devant de la scène. Et là, il n'y a pas d'invisibilité. Enfin, il y a une forme d'invisibilité, si vous voulez, qui est de l'ordre comment dire, la honte de la pauvreté. Oui, il y a une forme d'invisibilité qui fait que le pauvre ne revendique pas, qu'on assiste le pauvre. Mais en revanche, et tout le monde en parle du sujet, vous prenez les rapports du docteur Villermé, René Villermé, 1842, qui fait un tableau de la France qui effraie les politiques de l'époque, c'est-à-dire la monarchie de Louis-Philippe, et puis plus tard, même de Napoléon III, qui vont s'emparer du sujet, force de le faire. Pourquoi? Parce qu'on montre une France en souffrance, une France qui est en train de se, comment dire, d'être gagnée, grignotée par la pauvreté, avec cette peur que la France devienne un pays pauvre. Un pays de pauvres et un pays pauvre. Je termine, après je vous donne la parole. Un pays pauvre et un pays de pauvres, et c'est pour ça que, par exemple, on était surpris lorsqu'on a fait des études sur Napoléon III qu'il avait notamment été, comment dire, attentif, alors à dessein, hein, je ne dis pas de réhabiliter forcément Napoléon III, mais bon, de montrer une nuance autour de lui, c'est-à-dire qu'il a beaucoup réfléchi à ce qu'on appelle l'extinction du paupérisme. À l'époque, on parlait du paupérisme. Donc, parler de précarité aujourd'hui, à l'époque, on disait paupérisme, c'est-à-dire la pauvreté des années 1850-60, et en même temps, vous voyez, cette attention, cette visibilité qui n'est pas très sociale, se retrouve à travers, par exemple, un Victor Hugo. Moi, je pose ici sur la table Les Misérables. Les Misérables, c'est dans le sujet. C'est dans le sujet. Si on doit faire une dissert sur ça, on va dans le sujet. Hein, la caverne sociale. La caverne sociale, c'est un sujet qui passionne, parfois de manière un peu morbide, je dirais, les contemporains du 19e siècle, parce qu'ils n'y vont pas. Ils s'intéressent pas. Notre-Dame de Paris, c'est ça. On se passionne pour les pauvres. 1830, c'est une passion pour un passé, mais qui finalement parle du présent. En 1830, on parle d'un passé présent. Hein, on se rappelle du Moyen-Âge, les cours des miracles, mais Victor Hugo l'actualise dans l'époque de 1830. Et donc c'est intéressant de voir, et aujourd'hui encore, finalement, avec le succès de la comédie musicale. Donc il y a une sorte de jeu comme ça, de rebond, des dialogues et des discours sur la pauvreté. D'ailleurs, Les Misérables n'ont jamais cessé, peut-être pas forcément sur le thème de la pauvreté, que d'être intéressant, parce qu'un Victor Hugo s'y intéressait, et qu'un Napoléon III, et vous savez que les deux étaient complètement opposés, puisqu'ils ne s'entendaient pas, et que Victor Hugo a été réfugié à l'époque de Napoléon III, peu importe, eh bien, les deux se sont attachés au sujet. Hein, un dollar s'attache au sujet. Donc il y a un rapport qui permet de considérer que la forme d'invisibilité qui est dans le champ social et politique est palliée par une forme, la forme d'invisibilité qui est dans le champ social et politique est palliée par une forme de revisibilité ou de visibilisation dans le champ, encore une fois, littéraire et peut-être dans les imaginaires. Et dans ce cadre-là, effectivement, il y a comme une sorte d'obligation qui se met en place. Et alors j'en viens au troisième point, qui sera presque le dernier, puisqu'ensuite le dernier, ce sera une manière d'ouvrir le débat. Et comme ça, je vous donnerai la parole. J'ai oublié de montrer, vous voyez, le bureau de bienfaisance. Hein, vous voyez, j'ai parlé et puis je me suis laissé aller. Vous voyez, un bon pour 2 kg de pain. Hein, alors j'ai rien trouvé sur Nice, désolé. Non, là c'est Carcassonne, mais bon, c'est pour passer vite. Là. Vous voyez, des sortes de pièces. Vous voyez, là c'est bon pour un sac de charbon. Voilà, donc ça c'est au musée. Ou le bureau de bienfaisance de Tarascon, vous avez un bon pour 50 nouveaux francs, 0,50 nouveaux francs, 50 centimes. Donc le fournisseur est prêt à présenter ses bons trimestriellement à la caisse du receveur. Donc c'est tout un jeu. Et là j'ai donné un peu pour une ouverture coloniale. Vous voyez, en 1953, il y a le bureau de bienfaisance européen. C'est-à-dire qu'il y avait les mendiants européens et les mendiants indigènes. Ils n'avaient pas le même traitement. Hein, il y avait même une discrimination en termes de traitement des pauvres. Les pauvres européens étaient considérés différemment que les pauvres indigènes dans ce cadre-là. Et donc, c'est surtout l'entête qui m'intéresse ici. Vous voyez, en 1953, c'est une attestation qui est faite ici pour justement montrer qu'un tel a touché le secours mensuel de 600 francs à l'époque juste avant guerre d'Algérie. Alors j'en viens à Nice. Peut-être, j'ai pas lu, hein. Je l'évoque. Peut-être certains l'ont fait ici. C'est cet ouvrage qui est sorti très récemment de Philippe Jérôme aux éditions Giletta, donc je le mentionne.
Ça s'appelle Nice, une histoire populaire. Ça fait penser à Zine, même si les proportions sont différentes. Zine, c'était les États-Unis, là, c'est Nice. Mais il faut prendre des comparaisons. Et on peut considérer effectivement que cet ouvrage de Philippe Jérôme, qui est un journaliste qui a écrit souvent pendant longtemps pour le Patriot, qui surtout révèle les grandes figures niçoises, mais vues sur un côté populaire, justement, hein, montrant que peut-être cet aspect de l'histoire n'est pas tout à fait, je pense que c'est pas totalement faux, mis en avant, eh bien ça nous amène à réfléchir maintenant sur la dimension locale. Ah. Sur la dimension locale, oui. Oui. Je ne suis pas pressé, non? C'était un bon préliminaire. Ah, je citerai d'abord quelqu'un qui est le directeur de recherche de l'ISME, c'est Olivier Vernier, qui a évidemment quelqu'un qui a beaucoup influencé un certain nombre de travaux, puisqu'il a fait un travail fondateur. Alors, je n'ai pas la couverture parce que je ne l'ai pas amené avec moi, mais il a écrit une thèse en 1987, vous voyez, il est déjà presque 30 ans maintenant, qui s'intitule Assistance privée dans les Alpes-Maritimes au XIXe siècle. Assistance privée dans les Alpes-Maritimes au XIXe siècle, de 1814 à 1914. L'intérêt de cette thèse monumentale est tout à fait intéressante, sous la direction d'une historienne du droit qui s'appelait Marie Scarlin. C'est un historien du droit, Olivier Vernier, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est sorti un ouvrage chez Cerf qui s'appelle D'espoir et d'espérance. Qu'est-ce qui est intéressant dans cet ouvrage, entre autres, c'est un très gros pavé qui vraiment nourrit la réflexion, et vraiment c'est un sujet qui rentre dans ce cadre, même si on est un peu avant. Mais justement, l'intérêt d'Olivier Vernier, c'est d'être à cheval sur une période où Nice est encore incluse dans le royaume du Piémont-Sardaigne, de 1814 à 1860, et une période postérieure dans laquelle Nice et le comté sont rattachés à la France. Donc, il saute, si vous voulez, vous voyez, la balise du 160, il s'assoit dessus, intéressant, justement, pour essayer de réfléchir à la notion de pauvreté, évidemment dans un champ privé, puisqu'à l'époque, cette pauvreté est essentiellement traitée ici dans les Alpes-Maritimes de manière privée, ou dans l'ancien comté de Nice de manière privée. Et voilà un des éléments que je retiens de son travail est extrêmement intéressant, parce que ça donne peut-être cette image de spécificité du département, peut-être, hein, une piste, que lui en tout cas, que j'utilise chez Olivier pour considérer que ça peut être intéressant. Il considère justement que à partir des années 1830, on est encore dans le royaume du Piémont-Sardaigne. L'arrivée du tourisme, qui n'est pas une arrivée que la France va développer au départ. Oui, la France va développer, parce que quand Nice a rattaché, le tourisme va exploser, ça c'est une évidence. Mais le tourisme est déjà enclenché avant que Nice, le comté de Nice, ne devienne français. Et dans ce contexte-là, Olivier Vernier note notamment que la présence des touristes, assez peu nombreux en tout cas, mais suffisamment importants dans les années 1820-1830, on sait que le tourisme, par exemple la ville de Cannes est créée en 1834, c'est une légende, par Lord Brougham, un anglais qui vient, qui s'installe, voilà, donc on dit 1834. Bon, effectivement, c'est une petite bourgade, un petit port, voilà, par exemple, mais il note que cette présence des touristes, dans un premier temps plutôt limitée, va provoquer un bouleversement économique et social, et notamment un nouveau rapport à la pauvreté locale, une pauvreté importante. À ce moment-là, le comté de Nice était assez pauvre. Nice était une ville assez pauvre. Nice reste d'une certaine façon une ville aujourd'hui assez pauvre aussi, puisqu'on a considéré qu'il y avait 20% de personnes qui étaient dans le domaine qu'on pourrait appeler de la pauvreté. Et donc, dans ce contexte-là, eh bien, il note de nouvelles formes de bienfaisance liées au tourisme, liées à la présence du tourisme, notamment des actions. Et un lien qui se fait, alors est-ce qu'on va puiser dans l'évergétisme, est-ce qu'on va puiser dans des comportements qu'on peut retrouver très lointains? Peut-être que ces touristes qui viennent ici ne sont pas, comme certains ont pu le dire, complètement déconnectés du local. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut questionner, je vous avoue que je n'ai pas de conclusion définitive là-dessus, mais il semblerait qu'il faille peut-être réviser certains stéréotypes sur l'idée qu'il y aurait une société touristique d'un côté, étanche, c'est de l'eau, une société touristique d'un côté, étanche donc, et une société locale, et notamment pauvre, qui serait déconnectée. Alors je ne dis pas que les touristes vont aller côtoyer les pauvres niçois, les pauvres airs niçois, mais il y a des réseaux qui s'opèrent et qui font qu'une quote-part là aussi des touristes, en tout cas des premiers touristes, c'est ça la question, des premiers touristes. Pas sûr qu'on retrouve ça plus tard, enfin, compliqué à dire, il faudrait le creuser en fait, aurait d'une certaine manière dans ce qu'on a appelé, en tout cas Olivier appelle un œcuménisme mondain.
un œcuménisme mondial, c'est-à-dire que, voilà, on se donne une bonne conscience aussi, mais en même temps, on œuvre, hein, donc tout ça est à prendre en considération, pour mener des actions en faveur des pauvres du coin, si on peut dire, du territoire, du terroir. Hein. Voilà, un élément qu'il faut prendre en considération, et que quelque part, la situation de pauvreté dans laquelle était le comté à l'époque du royaume de Piémont-Sardaigne, c'est-à-dire dans les années 1815-1820, va connaître une relative amélioration pendant les 30 dernières années du royaume du Piémont-Sardaigne. À partir de 1860, il va y avoir une nouvelle décrue, c'est-à-dire que le passage à la France va casser, d'une certaine façon, un tout petit peu ces formes d'œcuménisme mondain, et là, il y a une dimension qu'il faut prendre en considération. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est que, justement, pour rester sur Nice, et le but qui était Nice maintenant, hein, c'est que cette pauvreté, on peut la retrouver à différentes périodes. Hein, et d'ailleurs, là, je peux élargir, je parle de Nice uniquement, mais on pourrait élargir. Par exemple, moi, comme tu as dit, Valérie, je travaille sur Beau Soleil, par exemple. Hein, Beau Soleil Monaco. Monaco, le rocher de Monaco, c'est un îlot de pauvreté dans les années 1870-1880. Il y a des gens qui meurent sur des bancs en principauté de Monaco. J'ai des archives de police où on relève des clochards morts sur des bancs sur le rocher. Ah, et le rocher est un lieu est un petit babazouk, si on peut dire. Hein, c'est un petit vieux Nice, hein, dans lequel, bien souvent, des ouvriers travaillent, vivent et meurent. Donc, le rocher de Monaco, malgré la principauté qui est déjà à l'époque pas tout à fait complètement glamour qu'on allait aujourd'hui, mais est un îlot de pauvreté. Et alors, Beau Soleil, c'est la ville de la pauvreté parce que c'est l'afflux des Italiens. Et donc, on a à Beau Soleil des formes de bidonvilles que des rapports sanitaires montrent comme étant une ville dangereuse, justement, parce qu'il y a un amas de population aux portes de Monaco et que cet amas de population vit dans des baraquements extrêmement insalubres. Et là, c'est un élément intéressant parce que la ville de Beau Soleil a tendance aujourd'hui, qui est une ville, vous le savez, je ne sais pas si c'est des Beau Soleil parmi vous, mais c'est une ville qui est aujourd'hui une ville qui est très variée en termes de population. Hein, il y a des populations qui travaillent sur Monaco qui sont de différentes origines, beaucoup de Portugais, des Sri Lankais, des Philippins, des Marocains, etc. Et aujourd'hui, la ville a tendance à vouloir patrimonialiser cette pauvreté. C'est-à-dire pendant longtemps, la cacher, la invisibiliser, et il y a des frémissements pour rendre visibles ces lieux qui étaient des lieux qui ont gardé une certaine forme je dirais, de patine du passé, c'est-à-dire des poulaillers, c'était des bidonvilles qui n'étaient pas tout à fait des bidonvilles, mais qui étaient très insalubres, et vers lesquels on essaie aujourd'hui de donner du sens à la présence étrangère sur cette commune. Donc c'est intéressant de creuser